Elisabeth Bourg, professeure émérite des universités, l'université de Leipzig, en Allemagne notamment. Si je devais décliner les qualités et titres de Madame Bourg, je pense que je consommerais un bon quart de son heure. Je préfère donc vous la livrer entière. Je sais qu'elle ne vous parlera pas que de science. Professeur, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse d'être en personne avec vous à cette première édition de l'Institut des humanités numériques d'Afrique francophone. Jusqu'au dernier moment, Ulrike, c'est mon assistante, et moi, à cause de la pandémie, ne pouvions pas être sûrs qu'on pouvait vraiment partir dimanche 13 mars. Mais nous sommes en effet ici depuis plus d'une semaine, avons fait la connaissance de l'équipe locale très aimable et professionnelle. Avons été reçus d'abord du professeur Tony, chef du département de sciences du langage, et après de Madame la doyenne de la faculté des lettres, des arts, lettres et sciences humaines, la professeure Esso, avec grande gentillesse. Avons visité le musée national du Cameroun et avons mangé beaucoup de bons plats camerounais. Dans ma leçon inaugurale, je vais me concentrer sur l'histoire et le développement des humanités numériques en tant qu'infrastructure nouvelle de recherche et d'apprentissage que j'aimerais bien appeler communauté de pratique. Je ne vais pas parler de n'importe quelle communauté de pratique, mais des humanités numériques en tant que communauté de pratique plutôt institutionnelle. Ma perspective sera assez personnelle et nourrie de mes propres expériences et activités dans ce champ où je me sens chez moi depuis très longtemps. Quand j'ai besoin de comparaison, je vais invoquer ma propre histoire et mes propres expériences comme linguiste de langue romane en général et sociolinguiste et spécialiste de linguistique appliquée en particulier. Ma vue d'ensemble et mes réflexions seront certainement imprégnées d'eurocentrisme. J'ai vécu le développement des humanités numériques, évidemment comme européenne. Je m'engage depuis des décennies à partir de la réalité européenne. Mon intérêt scientifique pour les variétés linguistiques qui font historiquement et actuellement les langues européennes comme l'italien et le français, et la discussion sur la valeur ou le statut de ces variétés menée par la linguistique des années 70 à 90. Je m'engage pour le multilinguisme et le multiculturalisme et pour la mise en question de la vision que l'anglais suffise. J'espère que je puisse vous donner quand même une vue d'ensemble et des réflexions utiles que vous pouvez appliquer d'une façon critique à la réalité en Afrique, et spécialement en Afrique francophone, que vous pouvez aussi me remettre en cause en les confrontant avec vos propres conceptions et savoirs. Il devient toujours plus clair que la digitalisation ou numérotation nous ne donne pas seulement de nouvelles possibilités en ce qui concerne l'administration, l'organisation et la distribution des données de recherche, mais qu'elle confronte aussi les chercheuses et chercheurs avec de nouveaux défis. Nous ne pouvons en effet ne plus être des érudites ou érudits solitaires, mais nous devons collaborer. Nous ne devons plus seulement collaborer avec des chercheuses-chercheurs qui travaillent dans le même département, mais aussi avec des chercheuses et chercheurs qui travaillent à d'autres universités ou institutions. Nous ne pouvons pas non plus limiter notre collaboration aux membres d'une discipline spécifique ou aux habitants et habitantes de notre pays ou à ceux qui partagent notre culture,
mais nous devons dépasser beaucoup de frontières. Nous ne pouvons pas non plus exercer les collaborations dans une seule langue, mais nous devons nous ouvrir à plusieurs langues. Donc, on ne doit plus travailler comme ça, l'image à gauche, mais comme ça, travaillant ensemble à travers les frontières, cultures et langues. Les chercheurs et chercheuses ont toujours collaboré à travers des pays, cultures et langues. Il semblerait pourtant que le type de collaboration change au moment où la recherche se fait digitale. Tandis que la collaboration dans des disciplines où la digitalisation exerce encore peu son influence consiste surtout dans l'échange d'idées, de découvertes et de leur interprétation, et de compétitions académiques ou érudites en ce qui regarde les positions théoriques. La collaboration dans un champ nouveau comme les humanités numériques s'exerce plutôt en termes pratiques, en travaillant ensemble sur un projet ou en appliquant les mêmes méthodes ou technologies à des questions de recherche diverses. Voyons quelques exemples. La collaboration entre deux linguistes auparavant. Alors l'exemple est Graziadio Isaiah Ascoli, grand linguiste italien et fondateur de la dialectologie scientifique, échange ses découvertes et leur interprétation avec Karl Bruckmann, grand linguiste allemand, néo-grammairien, école de Leipzig, par une lettre. Tandis que dans les humanités numériques, qui n'étaient pas encore appelées humanités numériques à ce temps-là, mais un groupe de travail composé de personnes de divers pays et diverses cultures et langues, appelé Working Group on Textual Scholarship and Humanities Computing, créé pendant un colloque où on parlait du futur des humanités dans l'âge digital. Ce groupe produit et publie des guidelines ensemble. Chercheurs et chercheuses, s'il y avait, ont toujours fondé des associations scientifiques pour promouvoir la collaboration et pour faire si que des champs nouveaux de recherche, il y a une faute, je m'excuse, deviennent reconnus comme des disciplines officielles. Ces associations publiaient toujours des revues, organisaient des colloques et s'engageaient en faveur de la fondation de chaires et des départements disciplinaires. Un exemple, la Société des linguistiques romanes a été fondée en 1924 par Adolphe Terraché et Oskar Bloch avec le support de plus ou moins 100 chercheurs en langue romane de 20 pays. Et en 1925, la revue des linguistiques romanes a été fondée. Elle est encore principalement une revue analogue imprimée. Entre-temps, on met à disposition aussi une version PDF de tout le volume apparu. Et en 1928 se déroula le premier congrès de linguistique de philologie romane à Dijon. Être membre d'une association scientifique était dans le passé et l'est encore souvent aujourd'hui un privilège. On n'a pas admis toutes les personnes. L'admission dépend toujours de l'accomplissement de critères comme rang académique élevé ou d'être l'élève d'un professeur important. Tandis que dans les disciplines où la digitalisation exerce encore peu son influence, les associations scientifiques et leurs colloques sont encore aujourd'hui plutôt de nature assez hiérarchique et la publication de revues suit souvent encore la tradition de l'ère de l'imprimerie. Dans les champs nouveaux de recherche comme les humanités numériques, les associations scientifiques sont plutôt comme des communautés de pratique. Les colloques sont plutôt des rencontres de collègues amis qui communiquent à la hauteur de cieux. Les revues sont plutôt des expériences et les discussions, questions et aussi appels à l'aide engendrent de nouveaux types de publications. Alors, je dois vous donner d'abord un peu d'arrière-plan.
historique pour que vous puissiez comprendre d'où je viens et pourquoi je défends certaines positions. J'ai fait mes études à l'université de Tübingen, d'abord en philologie romane et anglaise et plus tard aussi allemande. Alors c'était dans les années 70-80. La linguistique devenait de plus en plus mon champ préféré. Dans ces années, la linguistique générative était à son auteur, la compétence régnait sur la performance et le système sur la norme. L'introspection était regardée le mieux qu'on pouvait faire. Les recherches sur l'usage réel d'une langue étaient méprisées. Les langues étaient décrites ou sur la base des exemples inventés ou sur la base des exemples privés de leur contexte et collectionnés pour prouver une théorie ou un modèle. Si tant est que l'usage des langues était analysé, le matériel linguistique à la base de la recherche n'était pas décrit d'une manière précise, la collecte des données n'était pas vraiment expliquée, les résultats de plusieurs analyses ne pouvaient donc pas être comparés, les résultats ne pouvaient être vérifiés ou répétés, on ne pouvait pas prendre en considération des questions qui se posaient seulement quand la recherche était déjà en cours, si on ne voulait pas remettre à zéro le comptage manuel des phénomènes linguistiques. Tout le matériel linguistique collecté et annoté à main, avec des couleurs, numéros, lettres, etc., ne pouvait pas être utilisé par d'autres chercheurs-chercheuses. En dépit de tout ça, je voulais partout savoir plus sur l'usage de la langue. Pendant mes études, l'usage du passé simple, le passé composé en français et de l'indefinido et perfecto compuesto en espagnol avait éveillé toujours plus ma curiosité, aussi parce qu'une discussion sur la mort du passé simple, comme temps de l'ancien régime, était en course. Et j'étais devenue aussi une affectionnée des journaux. Pour ma thèse d'État, je voulais donc faire une analyse empirique de l'usage du passé simple et passé composé et de l'indefinido et perfecto compuesto dans des journaux. Il existait pourtant presque pas de recherche sur la langue des journaux français et espagnols ou sur leur usage des temps grammaticaux. Les journaux étaient seulement des journaux, ils n'avaient pas de valeur particulière comme la littérature. Les deux recherches pertinentes qui existaient ne donnaient pas vraiment des informations sur leurs données. Leur analyse statistique reposait sur des populations délimitées d'une manière très problématique. Le pouvoir explicatif de leurs résultats était minimal. Ces limites n'empêchaient pourtant pas d'autres chercheurs d'étiqueter ces analyses statistiques comme contribution très valable et judicieuse au savoir sur l'usage des temps grammaticaux dans les journaux. Pour moi, cependant, de tels articles posaient beaucoup de problèmes. Ma première réaction était pleine d'admiration pour le corpus que les chercheurs, à leur dire, avaient analysé. La seconde réaction était consternation. Je me demandais si je pouvais jamais faire une recherche semblable. Puis je me posais des questions comme est-ce qu'ils ont vraiment compté toutes les instances de l'usage de certains temps grammatical? Est-ce qu'ils ont pris en considération vraiment les 80 journaux et 25 magazines entiers? Évidemment, ils n'avaient pas de réponse à de telles questions. Je décidais de voir ma main. J'ai créé un corpus consistant en 2 éditions de 3 journaux français et 3 journaux espagnols, donc pas 80, tout évidemment imprimé. Mon but était de trouver une réponse à la question si l'usage du passé simple et du passé composé, ou bien de l'indefinido ou du perfecto compuesto, dépendait des variables extra-linguistiques, comme par exemple le type de journal, courant politique, section thématique, type d'article, etc. J'ai fait aussi des interviews avec des journalistes
pour déceler ce qu'ils pensaient de l'usage des temps grammaticaux dans leur journal, s'il y avait une norme établie, un feuille de style, etc. Ma recherche encouragea même à des journalistes de Le Monde à écrire un article sur le passé simple et d'y citer ma recherche. Voyez le tour de France au passé simple. Et je dois m'excuser pour la mauvaise qualité de la copie, mais c'est la seule que j'ai. Je ne peux pas faire d'autres. Alors, comme je voulais appliquer des méthodes statistiques, il fallait quantifier le matériel manuellement. Je devais donc compter non seulement toutes les instances des temps grammaticaux en question, mais aussi toutes les instances des autres temps, pour pouvoir faire des comparaisons et délimiter au même temps la population pertinente. Je ne vais pas expliquer la table, mais seulement pour vous montrer ce que je fais. Tout à main, en collectionnant les données et faisant mon analyse, je trouvais une réponse à ma question. Est-ce que les auteurs de cet article fameux avaient vraiment compté toutes les instances de l'usage d'un certain temps grammatical dans le vaste corpus qu'à leur dire ils avaient analysé? La réponse pouvait seulement être non, pas du tout. Ils avaient tous probablement lu les journaux et extrait les exemples qui leur semblaient intéressants ou qui appuyaient leur théorie. Comme ça, ils avaient aussi le moyen pour interpréter les instances collectionnées. Tandis que moi, qui avais produit un inventaire exhaustif des instances, devais renoncer à une classification sémantique de ces instances par manque de temps et me contenter de mon analyse statistique. La prochaine diapositive vous montre un petit peu ce que je voulais faire. J'ai collectionné des données et j'ai fait aussi le balisage, mais après, j'aurais voulu faire une annotation, mais c'était encore le carte, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qu'il fallait couper des trous, et après, on pourrait faire un sortage avec cet aigu et comme ça. Et j'ai dû abandonner cette annotation et aussi la récolte des données parce que c'était pas du tout possible. Passons, je finis ma recherche et j'écris ma thèse non plus avec ma machine à écrire de voyage, comme j'avais fait avec tous mes travaux à l'université auparavant, mais avec une